Ce qui s'est passé, c'est que hier, il a reçu, au lieu de sa résidence, une visite de militaires lourdement armés, relativement nombreux, qui sont venus l'extraire de sa résidence. Ils l'ont amené dans un endroit que j'ignore, paraît-il un commissariat de police, ou paraît-il un lieu qui tiendrait lieu de commissariat de police. Il est resté une trentaine de minutes, je ne sais pas combien, en tout cas autour de ça. Il a décliné son identité, il s'est présenté comme étant le président élu du Cameroun. Il a expliqué donc qu'il n'a aucune raison d'être là où il était. Quelques moments, paraît-il, de tergiversation, ils sont sortis donc de l'endroit où ils étaient en réunion, en tout cas leur chef, et ils l'ont remis dans la voiture par laquelle il est venu, toujours avec des militaires lourdement armés, et il est retourné dans sa résidence un peu moins d'une heure, je crois, après cette première opération, que certains vont l'appeler kidnapping, interrogation, rapt. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, d'ailleurs on ne sait pas qui l'a fait, pourquoi ça a été fait, sur quel ordre, quelle recommandation et par quel biais tout cela s'est fait. Il est retourné donc chez lui, et il est resté comme toujours, il a tout de suite enregistré un message pour s'adresser évidemment aux Camerounais. C'est un guerrier, donc il se bat, il sait se battre, il continue à se battre. Je ne pense pas que des épiphénomènes de cette nature vont entamer sa détermination qui est très forte. Il l'a prouvé, je crois qu'il le prouvera encore. Alors quand vous dites violation des droits de l'homme, ça sonne parfois assez poétique. Non, nous sommes dans une situation beaucoup plus grave que la simple violation des droits de l'homme. Nous sommes sur des tueries organisées, nous sommes sur des crimes de masse, nous sommes sur des crimes inqualifiables qui ne peuvent naturellement pas rester impunis. Le travail au départ n'est même pas fait par nous, les avocats. Il est fait d'abord par la société civile qui a commencé par recenser les victimes, trouver le moyen de repérer ceux qui tirent en prenant des photos, en prenant des images et surtout en sillonnant les rues tout le temps au péril parfois de leur vie. Ils ont fait un travail remarquable. Aujourd'hui, on sait qui tue au Cameroun? On ne sait pas qui tue, mais on sait certains qui ont tué. On connaît en tout cas certains qui ont tué. Donc, des listes nous ont été données. Nous avons créé déjà par le passé une veille de suivi. Et là, nous avons carrément créé une cellule juridique qui commence à recenser les noms, les militaires, mais aussi les responsables politiques qui ont donné des ordres. Des attaches ont déjà été prises avec les familles des victimes. Et donc, ce travail qui sera donc très documenté assez rapidement, fera l'objet, bien entendu, de poursuites pénales, de dossiers déposés par mes confrères, c'est même pas par moi-même, mais en tout cas beaucoup de mes confrères qui ne sont pas souvent sur les plateaux comme moi, pour que le moment venu, c'est-à-dire un moment qui va arriver très rapidement, les tribunaux compétents soient saisis pour que l'impunité ne soit plus la règle dans ce pays. Est-ce que on peut dire que ces journées villes mortes risquent bien de taper l'économie du pays là où ça fait mal? Ça n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un rapport que j'ai lu ce matin de la part du patronat camerounais. C'est-à-dire que le secteur public vit déjà une déliquescence réelle depuis le début du processus de cette élection présidentielle. Secteur privé. Évidemment. Et la situation, j'ai dit privé, pardon, évidemment, secteur privé. Et donc la situation s'est naturellement aggravée depuis que la crise post-électorale a atteint donc le niveau que nous connaissons. L'économie est exsangue, le secteur privé crie évidemment au secours parce qu'il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus de circulation. Et comme le port de Douala, qui est tout de même un port central au-delà du Cameroun, dans toute la région, vit lui aussi une situation plutôt exsangue, cela ne peut que détériorer une situation qui est déjà assez compliquée. Une note du FMI depuis quelques jours note également, ou du moins pointe également, la situation des finances publiques. Les caisses de l'État sont vides, la balance des paiements est absolument médiocre, et donc tout cela concourt à une situation économique dramatique dont malheureusement nous ne voyons pas le début d'une solution. Donc tout cela ne peut qu'inquiéter un secteur privé qui est déjà en difficulté réelle, ne peut qu'inquiéter des pouvoirs publics qui sont de plus en plus absents et un président de la République, bien entendu, empêché d'exercer sa fonction.
les crises post-électorales dans tous les pays d'Afrique posent des difficultés réelles, mais souvent elles épargnent la situation économique. Celle-là touche de plein fouet la situation économique parce qu'elle paralyse le fonctionnement des activités portières, des activités aéroportières et bien entendu l'activité normale de la vie quotidienne. Le Cameroun entre dans une phase décisive. Dans le tumulte d'une crise électorale qui n'en finit pas, une voix calme mais implacable s'est levée pour tracer la suite du combat. Celle de maître Jemal Taleb, avocat d'Issa Chiroma Bakary. Pas un militant, pas un tribun, un homme de loi. Et quand le droit prend la parole dans un pays qu'il a longtemps piétiné, c'est souvent le signe qu'une étape nouvelle commence. Dès ses premières déclarations, Maître Taleb a planté le décor d'une bataille juridique et politique à la fois. Il parle d'un vol organisé du suffrage populaire, d'une fraude systémique opérée au sommet de l'État. Son ton est froid, technique, précis. Il ne s'agit plus de discours d'émotion, mais de preuves, de procès-verbaux, de témoignages, de chiffres. Selon lui, plus de 60% des procès-verbaux collectés sur le terrain montrent une victoire nette d'Issa Chiroma Bakary au soir du 12 octobre. Et pourtant, le Conseil constitutionnel a entériné un autre résultat, celui de Paul Biya, reconduit pour un 8e mandat. Mais l'avocat ne s'arrête pas là. Il affirme que le droit camerounais prévoit, dans son article 135 du Code électoral, la possibilité de recours extraordinaire en cas de trahison du verdict du peuple. Autrement dit, selon lui, la légitimité d'un pouvoir ne s'évalue pas seulement à travers la décision des juges, mais à travers la fidélité à la vérité des urnes. Et c'est là que se joue la prochaine étape. Maître Taleb annonce que l'équipe de Chiroma va désormais internationaliser le dossier. L'affaire sera portée devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, puis devant les institutions onusiennes. Mais derrière la stratégie judiciaire, il y a une lecture politique froide. Taleb n'ignore pas que ces démarches prennent du temps. Ce qu'il cherche, c'est à transformer la contestation populaire en cause légale. En d'autres termes, sortir de la rue sans sortir du combat. Encadrer la révolte dans le cadre du droit. Ce glissement est déterminant. C'est la première fois depuis des décennies qu'un camp d'opposition au Cameroun adopte une approche méthodiquement juridique face à une élection contestée. Dans ses propos, Maître Taleb martèle une idée. Issa Chiroma ne cherchera pas la confrontation armée, mais il n'acceptera pas non plus la résignation. Il refuse le chaos, mais il refuse aussi le silence. Il mise sur la résistance légale, encadrée, structurée. Nous allons montrer au monde que la vérité des urnes ne s'éteint pas sous un communiqué du Conseil constitutionnel, a-t-il déclaré. C'est un message autant pour les Camerounais que pour la communauté internationale. Ce ton, ce vocabulaire, ces références à la légalité internationale traduisent une stratégie bien plus large, celle de repositionner Chiroma comme le chef d'un mouvement démocratique crédible, capable d'articuler colère populaire et rigueur juridique. Derrière cette posture, il y a une vision. Redonner sens à la justice dans un pays où elle a souvent été instrumentalisée. Mais Maître Taleb ne s'arrête pas à la légalité. Il évoque aussi la moralité. Il parle de responsabilité historique. Selon lui, Issa Chiroma ne peut pas trahir les millions de Camerounais qui ont voté pour le changement. L'histoire jugera ceux qui ont confisqué la volonté du peuple, dit-il. Ces mots, prononcés avec un calme tranchant, résonnent comme un avertissement. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse de continuité. D'après ses confidences, plusieurs équipes d'avocats camerounais et étrangers sont déjà mobilisées. Des dossiers sont en cours de constitution, des contacts établis avec des chancelleries africaines et européennes. L'objectif est clair. Faire reconnaître le litige électoral non pas comme une simple contestation politique, mais comme une violation du droit fondamental à la souveraineté du peuple. Une cause de droit public, pas une querelle partisane. Dans le même souffle, l'avocat envoie un message au peuple. Restez calme.
disciplinés, dignes. Nous devons démontrer que la justice et la vérité peuvent triompher sans violence. Ce ton mesuré tranche avec la tension des rues et des marchés fermés. Il rappelle que le silence des villes mortes n'est pas une capitulation, mais une stratégie. C'est la phase 2 du mouvement, la résistance silencieuse accompagnée du combat juridique. En creux, Maître Taleb trace la voie du futur immédiat. Internationalisation du dossier électoral. Pression diplomatique progressive sur le régime pour un dialogue de vérité. Préparation d'une transition politique encadrée par la loi. Selon lui, Issa Chiroma Bakari n'a pas vocation à renverser le pouvoir par la force, mais à forcer l'État à reconnaître le verdict du peuple. Dans sa bouche, les mots légalité et légitimité se confondent désormais, et il conclut, presque comme un juge rendant son arrêt, quand la légalité trahit la légitimité, le droit devient l'arme du peuple. Cette phrase résume tout. Le combat d'Issa Chiroma entre dans une autre dimension. Ce n'est plus une simple revendication électorale, c'est une bataille de principes, une guerre froide, méthodique, inscrite dans le droit international. Et derrière le calme de l'avocat se cache une détermination glaciale, celle de faire du dossier camerounais un précédent continental. Le régime, lui, observe, hésite, se crispe. Mais le signal est clair, le silence du peuple a trouvé sa voie. Elle s'appelle désormais Maître Jemal Taleb. Et dans ce duel entre la loi écrite et la loi morale, le Cameroun s'avance vers une vérité inévitable, celle d'un pays où le pouvoir ne se décrète plus, il se prouve. La prochaine étape d'Issa Chiroma ne sera donc pas la rue, mais la justice, une justice nationale s'il en reste, internationale s'il le faut. Et si ce pari réussit, alors ce 3 novembre n'aura pas été seulement une journée de ville morte, il aura été la naissance d'une légitimité nouvelle, portée non plus par la colère, mais par le droit.